Bonus. Trax. 5e monde. Épisode 2. Fonction de masse initiale. 2 semaines sont passées. Dans une grande salle de repos très mal éclairée par des néons fades et verdâtres sont installés des téléviseurs, des distributeurs de gel alimentaire et des bornes de jeux VR. Et Ed, ainsi que d'autres ouvriers, sont assis sur un banc inconfortable. Certains en armure, d'autres non. Ils suivent les actualités sur le poste de télévision qui surplombe la salle. Devant eux, des canettes et des assiettes de malbouffe traînent sur une table basse et bancale. À la télévision, le tyran Al-Bakkan tient un discours public vénéneux au sujet des lucioles. Chris, portant une armure légère de soldat Axe, entre dans la salle. Hé Chris, viens vite voir. Il est où Nikto ? Il est mort. Les lucioles ont fait exploser une canalisation. Ah bon. Tiens, écoute, le dernier discours d'Al-Bakkan. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une réelle avancée dans la lutte contre les lucioles, coupables de l'embrasement des ruches. Il est plus que nécessaire, chères unités, de faire front face à cette menace. Nous devons préserver notre jeunesse en lui évitant de céder à cette perversion contre nature, cette fréquence, cette magie, appelez-la comme vous voudrez. C'est avec regret que j'ai été contraint de limiter les aides sociales au profit de l'armement. Mais c'est bien une nécessité aujourd'hui que de favoriser la défense face à ce chamboulement subversif. Sachez bien que jamais ma détermination n'a été aussi grande qu'en ce jour et que de fait, je mettrai en place toutes les mesures nécessaires pour mettre à bas les nuisibles. Nous sommes dans un très grand bar-restaurant aux murs usés dont la peinture jaune soufre et légèrement décrépite. Les clients sont attablés, ils boivent un coup et mangent un morceau. Tout le monde reste assez discret car à une table, le capitaine Lorca, officier de l'Axe, discute ferme avec Tanaka. Lorca est un homme fort, vêtu d'un uniforme gris. Les galons qu'il porte au niveau des biceps font briller ses états de service. Il a des poches sous ses yeux perçants et dégage une noble autorité. Le chef Luciole, quant à lui, est équipé d'une armure de combat légère, vert de chrome. D'un physique plutôt lisse, ses yeux mi-clos lui donnent un air hautain. Écoute Tanaka, jusqu'ici je t'ai toléré sachant qu'on a souvent pu s'arranger à l'amiable. Je t'ai évité la tôle plusieurs fois. En retour, j'attends de toi un peu de coopération. Mais j'ai pas à me sentir toléré. Je vis ma vie, un point c'est tout. Oui, ça c'est l'aspect extérieur des choses. Mais la vérité est un poil plus compliquée que ça et tu le sais bien. Ça c'est sûr, de l'extérieur, les unités, elles ont l'air vachement libres. Non mais attends, toutes vos considérations philosophiques aux uns et aux autres, moi j'en ai strictement rien à carrer. Je veux juste faire mon travail, nourrir ma famille. Je suis un soldat, je me bats contre mon ennemi. Et mon ennemi, il paraît qu'il est ici, dans ton secteur. Et qu'il organise des petites réceptions de lucioles, tu vois le genre ? Tu apprendras que moi aussi je me bats contre mon ennemi. Mais tu m'as pas bien compris. Si je sors des phrases comme ça, c'est pour te faire bien comprendre que j'ai aucun scrupule à faire appel aux arcanes pour démanteler ton petit réseau. Non mais attends, enfin je veux dire, on était d'accord pour discuter Et c'est marrant ce changement de position. Avant tu semblais pas vouloir m'aider, je parle des arcanes et là, boum, ouverture, dialogue, coopération. Alors tu me dis où se cache Akion, ou Z au pire. Mais ça je t'ai dit, j'en sais rien. Écoute, si tu nous aides pas, le tyran embauchera Ripkan pour vous débusquer tous. Ripkan ? Écoute, j'ai plus tellement le temps là. Très franchement, tu devrais... Soudain, un immense androïde enfonce la porte. C'est un arcane, un robot de combat de 1,90 m avec une armure grise blindée confectionnée spécialement pour résister aux explosions. Son épaisse et impressionnante armure lui donne l'aspect massif et colossal d'un cyber-chevalier teutonique. Les clients évacuent dans la panique. Le chaos permet à Tanaka de s'échapper dans une pièce voisine.
Mais l'Arcane a repéré la Luciole et défonce le mur avec son épaule en faisant simplement un pas sur le côté. Il se retrouve face à la Luciole terrorisée. L'aura noire de Tanaka brille alors instinctivement. Paniqué et dépassé, Tanaka tend le poing et projette une boule d'énergie noire que l'Arcane balaie d'un revers du poignet pour l'envoyer exploser dans le plafond. Une lame jaillit du poignet droit de l'Arcane. En même temps que de la main gauche, il saisit Tanaka par le col. La machine assène alors un coup de lame rapide perforant la Luciole impuissante. La lame ensanglantée de l'Arcane se rétracte dans son avant-bras métallique. Tanaka tombe au sol et meurt. Arcane! Je vous avais dit de pas le tuer, bordel! Je suis sous la juridiction du Sénat. Il m'a clairement été demandé de pas tuer les suspects. Je sais que vous enregistrez ce que je dis et que vos chefs écoutent en ce moment. Comment voulez-vous qu'on raisonne les Lucioles en les tuant à tout bout de champ? L'Arcane ne l'écoute pas et part vers la sortie. Lorca le suit, mais il s'arrête net, effrayé par les 4 autres Arcanes postés devant lui dans la rue. Lorca regarde les Arcanes s'en aller alors que Womi, le patron de l'établissement, accourt vers lui. Non mais attendez, vous vous foutez de moi? Comment je vais payer les dégâts? Le pognon, je vais le trouver dans le cul d'un malandron peut-être? Oui bon, l'Axe va vous dédommager. Tout ça est arrivé durant une interpellation. Je vais dépêcher des soldats pour qu'ils récupèrent le corps de la Luciole et réparer le toit. Merci bien, ouais. Lorca se dirige alors vers le mobile qui l'attend. Il y embarque en colère. Le mobile décolle pour rejoindre la route magnétique la plus proche. Le visage revêche de Womi se détend alors que le mobile s'éloigne. Le patron du bar ferme alors son établissement et verrouille les volets des fenêtres. Quelques heures plus tard, le restaurant fermé au public abrite une assemblée du clan criminel ercadien. La réunion de malfrats a lieu dans une grande salle aux petites fenêtres ovales encastrées dans les murs incurvés. De timides sources de lumière éclairent cette salle sombre et enfumée où règne le brouhaha. Sur la droite d'une grande table blanche tachée de vin et de liqueur, Korg, Mired et Rilao, les chefs de l'Assemblée, tentent de parlementer avec les forces en présence, mais pas Ripkan. En effet, le chef suprême est avachi sur sa chaise. La tête soutenue nonchalamment par le revers de la main, il reste silencieux et joue nerveusement avec l'une des mèches de sa chevelure hérissée et noire. Il est vêtu d'une tunique blanche tigrée. Son regard vide et hagard est complètement ailleurs, jusqu'au moment où il frappe violemment sur la table. On ne s'engage pas dans une guerre civile comme ça. Là, vous tous, pour la plupart, vous vous battez pour combler un vide. Il faut plus que de la frustration pour aller au bout. La ruche nous est encore redevable de maintenir l'ordre dans nos quartiers. Je perds pas de vue notre expansion, mais elle doit se faire avec le tyran. Et ça remplit les caisses? Notre organisation vit en marge de la ruche. Les seuls bénéfices de la privatisation de tous les services publics peuvent pas couvrir nos dépenses. Sans parler du matériel. Je vous rassure là-dessus, tous les services que rend notre clan garantissent non seulement notre sécurité, mais aussi une gestion suffisamment transparente pour faire des bénéfices. La ruche est une poudrière qui va éclater, et vous pouvez être sûr que je vais faire saigner nos proies. Ripkan, quand il s'agit de diriger le clan, tes méthodes pour tuer les Lucioles et ton tableau de chasse ne m'intéressent pas. Je dis que nous devons affirmer notre indépendance vis-à-vis de l'Axe, c'est le gang le plus puissant. Mais putain, quand je pense que tu parles de pactiser avec eux, Ripkan, je te le dis, tu fais de la merde. Ripkan fixe Womi d'un regard glacial, tandis que le brouhaha reprend instantanément. Bien loin de cette agitation au-delà des zones désertiques sur le sol terreux d'un antique temple en ruine, un embryon de roche et de matière visqueuse brunâtre jaillit des entrailles des couches internes de la planète.
Dans le réfectoire de la manufacture, Chris et Eette finissent leur repas, mais Chris note que son ami est nerveux. Il semble pressé. Ils portent leur plateau et les posent dans le ventre du droïde prévu à cet effet. Dans le couloir, Eette laisse passer des ouvriers avant de dire discrètement à son ami: Hé Chris, c'est bon. Quoi qui est bon? C'est bon. J'ai tout organisé. Ce soir, on sort, mon pote. Hein, mais tu délires. On est déjà sorti 3 fois ce mois-ci, et la surveillance s'est carrément développée partout dans la manufacture. Mais justement, je suis au courant des dernières modifications. Quoi? Ouais, je t'ai rien dit, mais j'ai tout vérifié. T'inquiète, je gère. On va voir la Luciole et on revient, vite fait. Thaïs? Mais c'est pas vrai, t'es fou. Je croyais que t'avais laissé tomber ce plan. Alors ça, jamais. Je vais pas louper l'occasion. Bon, allez, viens, qu'est-ce que ça coûte de leur parler? Ça coûte que c'est interdit. Sans doute. Mais je te savais pas assez con pour même pas tenter le coup. Non, c'est trop risqué. Bon, comme tu veux. Bon, bah, salut. On se retrouve sur le toit? J'ai de la bière. Ouais, carrément. Bon, à tout à l'heure. Eette arrive à l'entrée d'une rue déserte où l'humidité est pesante. Une épaisse brume venant des bas-fonds de la ruche envahit tout le périmètre et diffuse fortement les lumières bilieuses provenant de la gigantesque usine qui s'étend sur une centaine de kilomètres sur la droite. Cette configuration lumineuse éclaire toute la scène d'une teinte sépia très prononcée. Thaïs sort de la brume. Elle porte un bâton de combat rétractable, un Kilik. T'as vu personne de l'Axe? Si, je les ai même prévenus. Putain, sans déconner, fais pas le malin, imbécile. Il y a un patrouilleur à quelques rues d'ici, donc on va pas traîner. Mais je serais pas venu si je m'étais fait serrer. Ouais, je te le fais pas dire, tu serais même mort. Oui, bon bah voilà. Du coup, je suis là et y a rien à craindre. Alors, ça se passe comment? Faut que je te présente au passeur. C'est lui qui trafique les identifs. Ça peut pas se faire facilement, ce genre de deal. Bon, faut contourner par l'ouest. De l'autre côté, il y a certainement des arcanes qui patrouillent. Thaïs s'approche de 2 elfes bleus aux yeux noirs et à la voix aigrelette. Dans une langue alien cryptique, les créatures lui indiquent la dernière position connue des soldats Axe. Thaïs et Eette arrivent à un carrefour de la zone industrielle toujours plongée dans cette brume dorée. Les murs de ces très longues rues sont composés d'immenses tôles d'acier noir s'étendant sur des centaines de mètres. Soudain, des soldats bloquent la rue qu'ils empruntent. Oh merde! Cours de l'autre côté! Thaïs sort son Kilik et le déplie très rapidement. Les soldats tirent. La fréquence accélère les mouvements de la Luciole qui esquive les balles en les faisant ricocher sur son arme tout en se rapprochant d'eux. Et d'un superbe mouvement, elle décoche des coups de Kilik mortels sur le crâne et la gorge des soldats. Eette, de son côté, court le long d'une autre rue. Il repère un soldat, mais Eette n'a pas d'arme. Il cherche autour de lui. Rien de contondant. Il regarde ses mains. Non, aucune fréquence. Évidemment, il fait un pas en arrière en tâchant d'être le plus discret possible et de rebrousser chemin en silence. Mais ses pieds butent sur une canette. Le bruit alerte le soldat qui se retourne et tire. Le jeune homme perforé par les balles est projeté contre le mur. Il tombe au sol instantanément. Thaïs entend la rafale qui vient de tuer Eette et aperçoit perché sur un toit un étrange cyborg ayant la carrure d'un arcane, mais plus filiforme. L'être porte un casque sur lequel est intégré un masque totalement lisse. Les autres soldats de la patrouille arrivent alors sur place. Mick, fais gaffe là, sur ta droite! Mais le soldat Mick, qui était sur le passage du voleur, réagit trop tard. Le voleur lui met une violente claque projetant le soldat 2 mètres plus loin en lui éclatant la mâchoire au passage. Thaïs s'inspire et se met en garde. Le voleur analyse sa position de combat et télécharge le programme adéquat. Il déploie de son avant-bras une barre d'acier de la même taille qu'un Kilik et prend exactement la même pose qu'elle.
Surprise, la luciole est déconcertée. Elle tente un premier coup que le voleur esquive. Une dague sort de l'avant-bras robotique du voleur et plante la jeune femme au niveau de la carotide. Elle tombe au sol tout en cherchant à arrêter le puissant flot de sang qui s'échappe de son cou. Afin de l'achever, un soldat tire une salve sur le flanc de la jeune fille. Le voleur consulte le dossier de Thaïs sur l'ordinateur incorporé à son avant-bras et le mystérieux chasseur efface ce fichier. Un nouveau fichier apparaît alors sur son fil d'actualité. Il est marqué « prioritaire ». C'est le dossier d'un certain Akion. Les jours suivants verront les ruches de plus en plus secouées par des mouvements de contestation violents. Pour rétablir l'ordre, l'Axe renforce son oppression envers les Lucioles et contre la population civile dans laquelle sont enrôlés de plus en plus de recrues. Tandis que dans la zone désertique, la germe terreuse grandit de plus en plus au gré des violentes pulsations qui rythment l'augmentation de sa taille. Celle-ci atteint maintenant celle d'une colline. Des pointes aiguisées apparaissent progressivement sur sa carapace. 2 soldats Axe montent la garde devant l'entrée d'une grande salle d'apparat aux décorations baroques. Salle où se tient une grande fête réunissant des nobles de la ruche. Une alien femelle à la masse généreuse, aux yeux globuleux, à la peau bleue tachetée gélatineuse, chante sur de l'électro-tarantella. Elle est accompagnée par 2 petits DJ aliens de sa race, les mâles étant 2 fois plus petits. Les convives se servent grassement dans les plats en continuant leur conversation. Une fontaine virtuelle, au milieu de la pièce, change de couleur aléatoirement et certains invités complètement saouls versent du vin sur un politicien chemise ouverte. Puis ils le lèchent et lui mordent les tétons. Les bâtons de cristaux lumineux s'échangent et se respirent allègrement. Rip Khan, affalé sur un sofa, une flûte de champagne à la main, est aux côtés de Mired, qui sert un nouveau verre à Womi. Ouais, c'est sûr que cette situation n'est plus tolérable. En dépit du conflit que tu as avec Rip Khan, faut reconnaître que t'as beaucoup contribué ces derniers temps à la prospérité du clan. Merci. Toi aussi d'ailleurs, avec Rip Khan, vous avez changé pas mal de choses. Donner du poids à l'organisation, tout ça. Ouais, c'est vrai, mais depuis la politique a changé, les acteurs aussi, les Lucioles ont tout chamboulé. Ça va se tasser tout ça. L'Axe et les Arcanes vont faire le boulot, et c'est là que notre soutien au tyran va payer. Et il sera alors beaucoup plus simple d'installer une autre personne à sa place. À terme, bien sûr. On fait bien de pas en parler en réunion. Hein. Évidemment. Évidemment. Tu t'y prendrais comment, toi, si tu voulais ma place? Quoi C'est le jeu. C'est dur de rester dans la course. Allons, Wumi, pas de ça entre nous. On connaît tous les règles du jeu, ce soir c'est relâche, entre amis. Ouais. Allez, on y va. On va marcher un peu? Non, moi je suis bien ici. Hein. On t'a trouvé une petite jeune. Ah, dans ce cas, quand le boulot t'appelle, elle est vierge. Hein. Je crois, oui. Rip Khan finit sa coupe d'un trait et s'en va. Il arrive sur la terrasse et rejoint Freitener. En toge sénatoriale, le politique est isolé sur un balcon plongé dans la pénombre, faisant face à une ruche qui ne dort jamais. À côté de l'homme de loi, une bouteille et un verre posés sur la rampe du spacieux balcon. Il fume une longue pipe à eau lumineuse d'où s'émane une fumée verte distillant des cristaux crépitants au contact de l'air. Toujours garder ses ennemis près de soi, hein, Rip? Et que sais-tu de Womi? Je sais que ça fait un moment qu'il lorgne sur ma place.
Et de me savoir en conflit avec le clan, ça devait le faire bander tout ce qu'il a. Et je le retrouve là, vautré comme un sac. Combien de fois j'ai voulu l'égorger devant tout le monde, ce gros porc. Du point de vue de l'Axe, tu nous as toujours semblé être un bon leader politique. Charismatique, rusé. Et doué avec la fréquence de combat. T'as remarqué comment annoncer ça à un dignitaire de l'Axe me chiffonne autant que le choix de la couleur de mes chaussettes? Tu penses bien qu'on le sait, ça. L'Axe a décidé de fermer les yeux là-dessus. On vous laisse tranquille car le trafic profite à tout le monde. Le clan Ercadien avait un peu de poids au Sénat, mais maintenant que nous avons la preuve que vous vous déchirez entre vous... C'est plus mon clan. J'ai plus rien à voir avec le clan, l'Axe, les Lucioles. Tout ça, j'en ai plus rien à foutre. Mired sera très bon à ma place. Fretener resserre Ripcan, puis boit sa coupe en le fixant sans cligner des yeux, attentif à la moindre émotion de la Luciole, mais Ripcan reste impassible. Tu connais la forteresse cachée? C'est quoi cette connerie? Une graine de fréquence pure, cachée au plus profond de la planète par ces ordures de Mathésis après la guerre. On dit que c'est une roche vivante capable de se défendre seule, et nous voudrions l'utiliser comme arme. Une forteresse vivante, mue par la fréquence. Une graine de fréquence pure? La fréquence n'est pas matérielle. Justement si. Une secte de Mathésis a enfermé une concentration de fréquence sous la forme d'un cocon. Et ce cocon s'est réveillé. Et vous voulez contrôler ce truc si ça existe? C'est mort. Nous savons comment. Et toi, tu en serais capable en travaillant avec nous. Attends. Moi, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber les légendes, les quêtes initiatiques débiles. Tu dois te placer sur la bonne case de l'échiquier. Oublie la légende et prends ce que je te dis pour acquis. Seuls les Lucioles ont le pouvoir de parler à la forteresse. Je le sais aussi de source sûre. Tu veux un nouveau challenge dans ta vie? Un qui vaille le coup? Rip, je te parle d'une occasion unique. Tu resterais sous mes ordres en tant qu'officier supérieur, avec toute autorité en mon absence. Et tu serais à la tête d'une armée bien plus qualifiée que des petits truands des rues. Je ne te dis pas que tu vas gérer la politique de ce monde, je te dis que tu vas le conquérir. Nous sommes à un moment charnière. Tu peux vivre et prospérer, ou bien tomber dans l'oubli. Je te laisse le choix. Pour éradiquer les Lucioles, je veux le soutien logistique et militaire du tyran. Tu l'auras. Ainsi que 3 cohortes. Commandant Ripcan, après vous. Je confirme à l'état-major sur le champ. Fretener tabule alors sur sa tablette quand Ripcan se retire pour se diriger vers une pièce annexe du salon. Il en ouvre la porte. Womi est attaché sur la table de cette pièce étroite au mur vert. Il a le visage en sang, boursouflé et tailladé. Le bourreau essuie sa lame ensanglantée avec un chiffon, tandis que Mired, les bras croisés, est dos au mur. C'est bon, il a avoué. Il voulait te buter dans 2 jours. Hein? Womi, c'est con ça? À 2 jours près. Non, pitié, arrêtez. Non, l'ordre n'était pas officiel. Détache-moi Ripcan, on oublie. Je quitte la rue, je quitte le clan. Ouais, effectivement, on risque de plus trop voir ta gueule dans le coin. Hein. Oh bordel. Non, attends Ripcan, on peut encore s'arranger. Tu sais, j'ai encore des parts dans le quartier ouest, tu sais là. Tu parlais de tes petites mineurs dans le bidonville, c'est ça? Oui. Oh, t'aurais tellement dû nier. Non, Rip, fais pas ça. Non. Ripcan sort une dague en argent et décoche un violent coup venant sectionner la gorge de Womi. L'ex-rival crachote encore un peu de sang et meurt dans un étouffement. Ripcan revient dans le salon. Il y retrouve Fretener, assis sur un sofa. Le sénateur lui tend une tablette. Fais voir. Ripcan lit le message qui officialise sa prise de poste en tant qu'officier, puis rend la tablette à son propriétaire. Merci. Ripcan le contourne, sort sa dague et coupe très simplement la gorge du sénateur surpris. Fretener s'écroule vers le sol en tentant d'arrêter le flot de sang, tandis que la Luciole marche tranquillement vers la sortie.